Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dr Mzabeni, je suis prof agrégé en médecine interne. Donc on va voir aujourd'hui un cours sur la nutrition chez le sujet âgé. En fait, le vieillissement est un processus naturel, complexe et progressif. L'alimentation donc doit être une alimentation bien sûr pour la personne âgée, une alimentation saine, équilibrée, adaptée aux besoins et diversifiée. Ceci donc permet de retarder le vieillissement naturel, de prévenir certaines pathologies et de maintenir l'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'une dénutrition? En fait, la dénutrition est une conséquence d'une insuffisance d'apport en nutriments par rapport aux besoins. Elle est souvent asymptomatique, non diagnostiquée. Elle aggrave un état de dépendance et de fragilité chez le sujet âgé. Prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées, on voit que la prévalence la plus importante, c'est à l'hôpital, c'est de 30 à 70%, alors que la moins élevée, c'est à domicile, entre 4 à 10%, parce que la personne âgée à domicile, il est bien entouré par la famille, qui va faire de telle sorte qu'elle ne va pas laisser donc la personne âgée dénutrie. Quelles sont maintenant les modifications physiologiques liées au vieillissement et qui peuvent malheureusement donc exposer la personne âgée à la dénutrition? Il y a la diminution de la masse maigre ou bien de la masse musculaire. Il y a aussi l'augmentation de la masse grasse. Il y a aussi donc les modifications des métabolismes. Il y a aussi donc la modification de l'appétit. On assiste à une diminution de l'appétit chez la personne âgée. Il y a une diminution du goût de l'odorat. Aussi, donc, il y a une diminution de la sensation de soif, ce qui va encore exposer la personne âgée à la dénutrition. L'altération de la denture, le sujet âgé ne va pas pouvoir mastiquer la viande, les poissons, etc., les fruits, les légumes, et donc ça va encore l'exposer à la dénutrition. Aussi, le ralentissement du transit digestif qui est à l'origine d'une constipation, la diminution aussi de l'activité physique, toute cette modification physiologique, elles vont exposer la personne âgée à la dénutrition. Maintenant, on passe aux situations à risque de dénutrition chez les sujets âgés. Ce sont toutes les situations susceptibles d'entraîner une diminution des apports alimentaires ou bien une augmentation des besoins énergétiques en rapport avec un hypercatabolisme, notamment les cancers, les défaillances viscérales chroniques, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque chronique, l'insuffisance respiratoire chronique. Il y a les pathologies à l'origine de malabsorption, il y a l'alcoolisme chronique, il y a des pathologies infectieuses, des pathologies inflammatoires chroniques. Et toutes ces situations, toutes ces pathologies, elles ne sont pas sans lien, bien sûr, avec l'âge. Il y a d'autres situations qui sont plus spécifiques à la personne âgée et qui peuvent entraîner une dénutrition, à savoir l'isolement social, le deuil, la douleur, souvent la personne âgée elle est algique, la polymédication, la maladie d'Alzheimer. Souvent, on assiste à une personne âgée qui est démente, qui a une maladie d'Alzheimer, et donc malheureusement qui peut exposer la personne âgée à la dénutrition. Il y a aussi les régimes restrictifs, le régime sans sel, le régime diabétique, qui peut encore exposer la personne âgée à la dénutrition. Il y a les troubles bucco-dentaires, notamment le mauvais état bucco-dentaire, les troubles de la mastication. Il y a aussi donc les syndromes dépressifs. Vous voyez, donc ce sont des situations plus spécifiques à la personne âgée et qui peuvent donc entraîner une dénutrition chez le sujet âgé. Alors, comment maintenant on évalue l'état nutritionnel en gériatrie ou bien comment on évalue l'état nutritionnel chez le sujet âgé? Il y a donc certains éléments qui vont nous aider donc à l'évaluation de l'état nutritionnel. Il y a le poids et l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il y a le pli cutané tricipital qui va nous renseigner sur la masse grasse. Et on parle de nutrition s'il y a un épuisement de la masse grasse, c'est-à-dire quand les valeurs sont diminuées de 50%. Il y a aussi donc la circonférence musculaire brachiale et du mollet qui va nous renseigner sur la masse maigre, sur la masse musculaire, et le seuil de dénutrition, bien sûr, c'est le sujet âgé. Donc on parle de dénutrition si la circonférence musculaire brachiale est inférieure à 19 cm chez la femme et chez l'homme si cette circonférence musculaire brachiale est inférieure à 22 cm. Aussi, donc, on va évaluer les digestats, c'est-à-dire ce que la personne âgée ingère, donc, et ce qu'on appelle le calendrier alimentaire. Et souvent, cette évaluation, elle se déroule sur 3 à 7 jours. Il y a des marqueurs biologiques qui sont des signatures en fait biologiques de la dénutrition chez la personne âgée, notamment donc l'albumine, qui va nous renseigner bien sûr sur l'état nutritionnel du sujet âgé, et la préalbumine. Il y a donc l'échelle spécifique de la dénutrition chez le sujet âgé, c'est l'MNA, la Mini Nutrition Assessment.
Donc, c'est quoi cette échelle en fait? Elle va, vous voyez, donc ici, donc, tout d'abord, donc, il faut remplir ce papier en fait, ce mini nutrition assessment. Donc, on doit marquer le nom, le prénom, le sexe, c'est un homme, bien la femme, ou bien une femme, donc la date, quand donc on a fait donc cette évaluation de l'état nutritionnel, l'âge, le poids, la taille, etc. Et puis donc on a deux parties. Il y a le dépistage et il y a l'évaluation globale. Vous voyez, donc il y a donc un ensemble de questions qu'on va poser à la personne âgée, il y a des calculs aussi à faire, et ça dépend à chaque fois de la réponse de la personne âgée. On va donner 0 ou bien 1 ou bien 2, et il y a un score de dépistage qu'on va le calculer. Donc ce score de dépistage, soit il est de 12 points ou plus, donc le dépistage il est normal, il n'y a pas besoin de continuer l'évaluation. Et si le score de dépistage est de 11 points au moins, il faut donc continuer donc l'évaluation parce qu'il y a une possibilité de nutrition chez le sujet âgé. L'évaluation globale, vous voyez, c'est le même principe. Il y a des questions, il y a des calculs à faire. Donc chaque fois, la réponse donc, de la personne âgée, elle correspond donc à une cotation, soit 0, soit 1, soit 2, soit 0,5, etc. Et puis donc on va faire un scoring. Et si la personne âgée, donc, il a un score entre 17 à 23,5 points, donc ici, il y a un risque de dénutrition, et si inférieur à 17 points, c'est un mauvais état nutritionnel. Bon, d'autres outils, donc je ne vais pas me tarder donc, sur ces outils, donc on va passer. Donc, il y a aussi, donc, bon, des critères diagnostiques, on va les voir aussi, mais tout d'abord, donc, juste un petit... donc, je retiens votre attention sur l'évaluation, les modalités en fait recommandées de l'évaluation nutritionnelle. C'est-à-dire, donc, si la personne âgée, donc, elle n'est pas hospitalisée, donc on va faire une évaluation une fois par an. Si la personne âgée elle est hospitalisée ou elle est dans une institution, donc on va évaluer le sujet âgé sur le plan nutritionnel à l'admission, puis une fois par mois. Et si la personne âgée donc, elle est hospitalisée de façon fréquente, on va évaluer cette personne âgée donc, lors de chaque hospitalisation. Alors, quels sont les critères diagnostiques de la dénutrition? Donc, il y a deux situations. Soit la dénutrition elle est modérée, elle n'est pas sévère. Et maintenant, quels sont les critères diagnostiques qui sont des critères dictés par la haute autorité de santé? Donc, on retient le diagnostic de nutrition s'il y a présence de un ou bien de plusieurs critères ci-dessous. La perte de poids supérieure ou égale à 5% en un mois ou bien supérieure ou égale à 10% en 6 mois. L'IMC inférieur à 21, l'albuminémie inférieure à 35 grammes par litre et l'hémana global inférieur à 17. Ça, concernant la dénutrition modérée. Pour la dénutrition sévère, donc on exige une perte de poids supérieure ou égale à 10%. Vous voyez que les critères s'aggravent avec la dénutrition sévère. Donc la perte de poids supérieure ou égale à 10% en un mois, ou bien supérieure ou égale à 15% en 6 mois, l'IMC inférieur à 18 et l'albuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Alors, quelles sont les conséquences de la dénutrition? Bon, elles sont multiples, donc juste je vais citer quelques conséquences. Donc il y a la perte d'autonomie, la personne âgée elle va devenir dépendante, il y a les infections, il y a les chutes, et malheureusement la personne âgée va s'exposer, s'il va chuter, donc le sujet âgé il y a un risque de fracture, de syndrome d'immobilisation. Si la personne âgée est dénutrie, il y a un risque d'escarre, de difficultés de cicatrisation, il y a un risque de déshydratation, il y a un risque de mortalité, vous voyez, donc il y a beaucoup de conséquences de la dénutrition, juste les plus importantes conséquences, mais il y en a plusieurs. Quels sont maintenant les besoins nutritionnels du sujet âgé? Avant de traiter une personne âgée dénutrie, il faut avoir une idée sur les besoins nutritionnels. Et donc, qu'est-ce qu'il dit l'OMS? Quelles sont les recommandations de l'OMS concernant les besoins nutritionnels? C'est de 30 à 35 kilocalories par kilo par jour. On exige 1800 kilocalories pour la femme, 2000 kilocalories pour l'homme. La ration calorique elle doit être répartie en 55 à 58% glucides, 2 à 15% protéines et 30% lipides. Maintenant, on arrive à la prise en charge de la dénutrition chez le sujet âgé. Quelles sont les stratégies de prise en charge? Bon, on connaît les objectifs maintenant. C'est avoir des apports énergétiques de 35 à 45 kilocalories par kilo par jour, avoir des apports protéiques entre 1,2 à 1,5 kg par jour. Donc on a deux cas de figure. Soit la personne âgée mange, elle arrive à avaler, et du coup, donc, il faut respecter le programme national de nutrition et de santé. Qu'est-ce qu'il dit ce programme? Donc au moins, bien sûr chez les personnes âgées dénutries, au moins 5 fruits et légumes par jour, pain ou bien autres aliments céréaliers, lait aux produits laitiers 3 à 4 fois par jour, viande, œufs, poissons 1 à 2 fois par jour, des matières grasses ajoutées,
Des produits sucrés, des sels sont à limiter. Boissons à volonté, il faut donc, la personne âgée doit boire comme il veut, donc 1 à 1,5 litres par jour, voire 2 litres. Activité physique équivalente à 30 minutes de marche rapide par jour. Donc, quels sont les conseils nutritionnels? Il faut rappeler donc les programmes, il faut rappeler le repère du programme national de nutrition et de santé qu'on l'a vu donc, dans la diapo, donc, la diapo précédente. Aussi, à part ces repères du programme, les repères du programme national de nutrition et de santé, il faut augmenter la fréquence de repas, il faut éviter le jeûne supérieur à 12 heures, il faut privilégier les aliments qui sont riches en énergie et en protéines, il faut adapter l'alimentation au goût, adapter la texture. Il faut aussi donc une aide technique ou bien humaine qui va aider la personne âgée à préparer les aliments, qui peut manger donc avec la personne âgée, et bien sûr, on exige un environnement agréable. Donc le sujet âgé doit être entouré par la famille, ce qui va encore encourager le sujet âgé à manger. Si ces conseils nutritionnels sont insuffisants, donc on est obligé d'enrichir l'alimentation de la personne âgée par la poudre de lait concentré sucré, du fromage râpé, de la crème fraîche. Il y a aussi les compléments nutritionnels oraux, le CNO, donc il y a le Fortimed. Donc c'est quoi la place en fait et l'apport de ces compléments nutritionnels oraux? C'est quoi les avantages? En fait, ces apports ou bien ces compléments nutritionnels oraux, ils sont des mélanges nutritifs complets. Quand on l'administre bien sûr par voie orale, ils ont l'avantage qu'ils sont très énergétiques, très protéiques. Il y a des goûts et des textures variés, donc on va répondre au goût et la texture donc, du sujet âgé. Ce sont des complémentaires à l'alimentation habituelle. Donc ils ne vont pas remplacer les repas, mais bien sûr, donc on garde les repas, mais souvent donc, on les prend lors des collations à distance d'au moins 2 heures d'un repas, ou bien pendant le repas, mais essentiellement donc à distance de repas, au moins de 2 heures d'un repas, et ça ne doit pas remplacer le repas. Il est nécessaire aussi de veiller à respecter les conditions de conservation. Une fois le CNO, le complément nutritionnel oral, il est ouvert, donc il peut rester donc 2 heures à température ambiante et 24 heures au réfrigérateur. D'accord. Dépassant ces limites, que ce soit à température ambiante ou bien au réfrigérateur, il faut jeter le complément nutritionnel oral. Et bien sûr, je répète, et je ne cesse pas de répéter que le CNO doit être adapté au goût de la personne âgée et à la texture. Maintenant, si la personne âgée ne mange pas, ou bien il mange insuffisamment par voie orale, on va avoir recours à l'alimentation artificielle. Ici, il y a 2 types d'alimentation artificielle, soit la nutrition orale, c'est grâce à la sonde nasogastrique, ou bien la gastrostomie, ou bien la jéjunostomie. Quelles sont les indications maintenant? Si échec de la prise en charge nutritionnelle orale, la personne âgée n'arrive pas à avaler, ou bien en première intention, s'il y a des troubles sévères de la déglutition, ou bien une dénutrition sévère avec apport alimentaire très très faible. Le deuxième type d'alimentation artificielle, c'est la nutrition parentérale. C'est quoi l'indication? S'il y a échec de la nutrition entérale ou si le tube digestif il est non fonctionnel. Le suivi maintenant, quelqu'un qui est dénutri, on va suivre le poids 1 fois par semaine. Surveillance des ingestats, bien sûr, qu'est-ce que la personne âgée mange. L'albumine, pas plus d'1 fois par mois. Donc, si la personne âgée il a une hypoalbuminémie et qu'on a traité la personne âgée pour sa dénutrition, on va refaire l'albumine donc, dans 1 mois. Et la préalbumine aussi, on peut la demander dans le suivi, mais on la demande donc dans la semaine. Donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai à dire concernant la dénutrition, donc, je termine par une conclusion en disant que la dénutrition elle est fréquente en gériatrie, aussi bien au milieu hospitalier qu'en ambulatoire. Son dépistage il est impératif, sa prise en charge précoce, elle conditionne le pronostic de la pathologie, le pronostic vital, et elle améliore la qualité de vie de la personne âgée. Et je vous remercie pour votre attention.